Excellences, chers collègues, je vous propose que nous reprenions. Donc, je me présente, François Jacques, je suis en charge de modérer, comme on dit en bon français, cette session, alors qui est une session, désolé, à rallonge. Vous allez devoir me subir peut-être plus longtemps que souhaitable, dans la mesure où je modère la matinée et pour votre malheur, je modère aussi l'après-midi. Donc, j'ai comme cahier des charges de réussir à faire parler mes 8 orateurs. Donc, je tiens à dire tout de suite que, en termes de mesures militaires, je vais leur demander de se limiter chacun à 20 minutes, mais ils le savent, je leur ai déjà dit. Et je j'userai de mon privilège de la modération pour voir comment nous vous permettons de déjeuner ce midi et donc de clore pas trop tard, mettons 13h15, de manière à être en situation d'avoir repris, pas trop tard, donc on visera 14h30, de manière à être sûr d'avoir terminé à 17h, de façon à ce que vous puissiez aller faire une visite du musée si vous le souhaitez. Bon, alors voilà le cahier des charges, du coup j'adapterai, y compris j'adapterai les temps de discussion. Alors il me revient, outre de présenter nos orateurs, ce que je vais faire dans un instant, d'assurer la gestion, comme disait Élie tout à l'heure, interactive de la chose. Donc j'essaierai de vous distribuer la parole. Et puis, pour me donner l'illusion d'être pas simplement venu les mains dans les poches, vous subirez dans quelques instants 5-8 minutes d'introduction de ma part pour essayer de remettre en perspective la séance. Alors, je présente quand même nos orateurs de la matinée. Alors, je présenterai ceux de l'après-midi, et j'espère que tous mes orateurs de la matinée passeront la matinée, mais enfin, on verra. Bon, donc, dans l'ordre, je vais peut-être les prendre dans l'ordre de passage. Donc, je commence par, à l'extrémité, Philippe Curie. Donc Philippe Curie, directeur de recherche à l'IRD, qui a dirigé un certain nombre de labos importants dans le domaine de l'halieutique du côté de Sète, et qui est bien connu pour tous ses travaux là-dessus, qui lui nous parlera donc des aspects halieutiques, et qui aujourd'hui est le représentant de l'IRD à la cellule française auprès de l'Union européenne, donc au CLORA. Ensuite, je passe alors à l'autre bout de la table à Serge Bellier, qui, alors vous le verrez, les exposés miroitent, donc lui aussi est alors sous un angle non plus des compétences scientifiques de Philippe, mais cette fois-ci plutôt de la gestion, des aspects juridiques, aussi spécialiste de la chose, puisque en dernier lieu, il a été président du conseil d'administration de l'Agence européenne de contrôle des pêches, donc, et qui sera notre deuxième exposé. Je reviens à ma gauche avec Sophie Arnaud, qui est chercheuse à l'IFREMER et qui est spécialiste de tout ce qui concerne, j'allais dire, l'écologie, l'évolution, les nouvelles techniques de compréhension de ce qui est biodiversité ou autre. Enfin, elle nous l'expliquera mieux que je ne saurais le faire. Et enfin, je retermine cette fois-ci à ma droite avec Charlotte Sapin. Et à nouveau, on a le miroitement entre, j'allais dire, les sciences, là, plutôt de la biologie, et le droit, puisqu'elle elle travaille actuellement à la division des affaires maritimes et du droit de la mer au Bureau des affaires juridiques des Nations Unies. J'espère que j'ai réussi à le dire sans me tromper. Et elle est, comme vous avez pu le comprendre, juriste et spécialiste de ces questions de la recherche, du droit de la mer, des ressources génétiques et de toutes les choses alors un peu compliquées qu'il peut y avoir autour de ça. Donc, j'en viens à ma petite introduction. Alors juste, ça va être un petit peu pédant, mais je voudrais juste remettre en perspective la session qu'on va avoir et comment elle s'insère, alors excusez-moi d'être un peu cuistre, mais comment elle s'insère dans l'ensemble du colloque. Parce que si vous y avez bien regardé, et je suis sûr que vous l'avez fait, nous avons une première session d'introduction sur le cadre juridique. Nous avons une session qui, on va dire, c'est très simplificateur, est une session sur la recherche sur les usages. Alors, je n'emploie pas le vilain mot d'exploitation, on va dire recherche sur les usages. Il y aura demain une session qui sera la recherche finalement sur la protection.
des environnements et des ressources, une session ensuite sur les moyens de la recherche, et pour finir, une session sur la gouvernance, et on aura rebouclé la boucle, on aura commencé par le droit et fini par le droit. Donc mon point était de dire un petit mot sur l'interaction entre ces différentes sessions, parce que je pense que c'est important dans la compréhension qu'on peut avoir, et puis de donner quelques axes pour notre session de ce jour. Ma première remarque, c'est vraiment l'absence d'étanchéité entre les sessions. C'est-à-dire chacune des sessions, je pense, s'alimente l'une l'autre parce que les problématiques renvoient l'une vers l'autre. Il est évident que les moyens de la recherche que vous verrez demain sont quand même à la base de tout ce qu'on va faire et de toutes les questions qui se posent. Et il est évident que toutes les questions de type exploitation, protection, là aussi, ont un rapport. On aurait même presque pu se dire que l'ordre des sessions eût pu être inversé, dans la mesure où là, nous allons être sur des enjeux d'exploitation ou sur des enjeux de ressources, et ça a forcément un rapport avec les questions de protection. J'y viens dans un instant. Pourquoi ? Et c'est un peu mon troisième point, c'est-à-dire on est toujours fasciné par cette affaire de l'Eldorado marin. Alors, l'Eldorado marin, je ne vous fais pas les raisons pour lesquelles il fascine. Il fascine parce que la mer, déjà, c'est fascinant, parce que l'exploration, mais il fascine aussi parce que le climat, enfin, je ne sais pas s'il fascine ou s'il intéresse parce que le climat, la régulation, les ressources, le transport, que sais-je. On sait aussi qu'il fascine parce qu'on ne le connaît pas. Parce que si maintenant vous prenez 3 compartiments que sont la Terre, la mer et l'espace ou l'atmosphère, on en sait beaucoup plus sur la Terre et sur l'atmosphère qu'on en sait sur la mer. Ça peut paraître paradoxal ce que je dis sur l'atmosphère et sur l'espace, mais enfin c'est aussi dans un rapport, quand on pense qu'en France finalement le rapport entre le budget qu'on consacre à la mer, à la recherche marine, est dans un rapport de 1 à 10 par rapport à celui qu'on consacre au spatial, on voit bien qu'on n'a rien sans rien. La question, je crois, qui nous occupe, c'est de qualifier cet Eldorado, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un vrai Eldorado, quel est-il, comment on aurait éventuellement une chance dans le domaine marin de ne pas faire comme dans les autres compartiments de notre planète, c'est-à-dire commencer par exploiter, puis ensuite se poser des questions sur l'exploitation. Parce que c'est bien ça le point, c'est-à-dire que généralement on fait des dégâts et ensuite on se pose la question de comment on répare les dégâts. Là, on a peut-être sur ce... Bon, c'est déjà un peu trop tard pour certaines choses, mais en tout cas, on pourrait vouloir se poser la question sous l'angle, comprenons le milieu, comprenons l'écosystème, faisons la recherche là-dessus et on en déduira peut-être les conditions dans lesquelles on sera en situation d'aller l'utiliser, l'exploiter. Ça va aussi de pair, il me semble, et je pense que nos orateurs l'illustreront, avec le fait, alors c'est aussi des mots prétentieux, qu'il faut une approche, bon alors on dit, moi je dis systémique, mais alors systémique, ça, évidemment, on peut comprendre ça, tout est dans tout et réciproquement, et ça peut paraître un peu bateau, mais je voudrais juste l'illustrer par un petit exemple, alors, que les orateurs connaissent, ou que vous connaissez probablement tous dans la salle, mais je crois qu'il vaut la peine d'être rappelé. Alors, sur la différence entre la terre et la mer. Vous allez dire, quelle banalité. Je vous donne 2 situations à terre et à mer. Non, à terre et en mer. Vous savez, par exemple, qu'en ce moment, le sud-ouest de la France est frappé par des épidémies qui affectent les canards et qui affectent donc le foie gras. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On isole, on fait de la quarantaine, etc. Bon, ça se traite. Alors, plus ou moins difficilement, mais ça se traite. Maintenant, vous arrivez en mer et vous arrivez avec des questions de moules, puisque c'est le dernier sujet sur lequel j'ai eu à lutter, où vous avez 80% de mortalité des moules. Et alors là, qu'est-ce que vous faites? Et moi, on se tourne vers moi, par exemple, en tant qu'IFRIMER, en disant « Qu'est-ce que vous avez à proposer ?» J'ai pas énormément à proposer, parce que malheureusement, les moules sont dans l'eau, si vous voulez. Malheureusement, l'eau circule, et malheureusement, on a un milieu où entre l'hôte, le pathogène, le milieu qui fait circuler, et on n'a pas la capacité, on n'a pas d'étable de la mer, ou alors il faut faire de l'aquaculture, et encore de l'aquaculture à terre, quoi, si vous voulez. Donc vraiment, c'est ça qui caractérise le milieu marin, et sa complexité, et la raison pour laquelle on a vraiment besoin de comprendre l'ensemble du système. J'en ai presque fini. Cette recherche, et ça c'est un mot pour dire, pour faire le lien avec la séance qu'on verra demain, elle est à la fois très spécifique au milieu marin, j'ai essayé de le souligner, mais en même temps elle partage avec le reste de l'univers scientifique des caractéristiques communes. Parce que si on prend la question finalement de comment on aborde les différentes transitions, c'est-à-dire comment on aborde la transition écologique, la transition numérique, etc. Et donc, ce qu'il en est, alors je dis plutôt volontiers ça que sous la forme big data, mais enfin,
prenons l'océan de données, pour faire un mauvais jeu de mots qu'on a devant nous, comment on se confronte à ça? Je veux dire, ce n'est pas une question purement marine, c'est une question auquel toutes les sciences se confrontent. On le verra dans une session prochaine, mais voilà. Un deuxième sujet sur lequel on peut se poser des questions, c'est l'observation de demain. Et je dis bien l'observation de demain. On a beaucoup entendu parler jusqu'ici de campagnes, de mesures de prélèvement qui sont des prélèvements ponctuels. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a besoin d'un socle d'observation pérenne. Aujourd'hui, on ne connaît l'océan que parce que depuis maintenant 15-20 ans, on a 3000 flotteurs Argo dans l'océan qui nous donnent au moins la base des paramètres physiques. Donc, qu'est-ce que c'est l'observation de demain à moindre coût, la plus efficace possible? Pareil, ça fait partie de la capacité à comprendre le système. Donc, je crois que l'un des points par rapport aux objectifs du développement durable qu'on voyait tout à l'heure, c'est que le 14, donc qui nous occupe au premier chef, il n'est absolument pas déconnecté des autres et parfois il peut avoir des contradictions avec les autres et il y a vraiment intérêt à y regarder de près. Si j'en viens maintenant à notre session, je sens mes orateurs inquiets de mes débordements intempestifs, mais je crois que ce qui la marque, c'est qu'on va essayer de passer en revue un certain nombre d'usages. Alors, on va voir du minéral et du biologique, si j'ose dire. Alors, le minéral est pour cet après-midi, le biologique, ou le vivant, disons, est pour ce matin. Il y a peut-être plus de minéral que de biologique. Enfin, bon, il y a 4 et 4, enfin, on pourra en discuter. Puisque... alors, sur le minéral, vous verrez qu'à chaque fois, c'est une séance qui miroite entre ce qui se fait dans la zone et ce qui se fait hors la zone, et avec à la fois l'aspect vraiment scientifique et technologique, et puis l'aspect juridique. Et ce matin, on va avoir un peu la même chose au niveau du biologique, puisqu'on va avoir quelque chose qui tourne plutôt autour des espèces, des populations. Alors, je vais dire tout de suite que c'est absolument pas déconnecté, mais ce que présentera Philippe sur l'halieutique. Et puis, plutôt autour, cette fois-ci, de la ressource biologique, du génome, de ce qu'on peut connaître, des organismes, etc., que présentera Sophie Arnaud. Et à chaque fois, on a le miroitement entre les deux. Donc, je crois qu'un des intérêts de la session, c'est cet aller-retour permanent entre le savoir et ses usages. Comment on permet au savoir de se développer, comment il est utilisé et comment on arrive à ménager un espace pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Je disais espèces, génome, enfin on voit bien, je m'empresse de dire que c'est pas forcément, et je pense que Sophie Arnaud le dira, mais c'est pas forcément déconnecté parce que parmi les avancées de la science qu'on est en train de faire, c'est bien justement par tout ce qui va être métagénomique, etc., qu'on est aussi capable de dire des choses sur les populations, sur les patrons, sur la biodiversité, etc., et pour comprendre à nouveau le système. Donc je pense qu'on verra tout ça, même si après, ça peut déboucher sur des choses un peu plus triviales que sont obtenir des organismes, les utiliser pour certaines applications. Et je finis vraiment en disant peut-être qu'il y a 3 questions, il me semblait, moi, à lire les résumés de nos orateurs, qu'on pourra avoir l'occasion d'approfondir ou de débattre, ou tout autre, si elles ne vous conviennent pas, au cours de la matinée et de l'après-midi. La première, c'est quelle recherche on peut avoir qui articule vraiment cette question de la connaissance, de l'exploitation, des usages, de la production, mais aussi de la protection des milieux. Quel type de recherche on a pour articuler tout ça? Je crois qu'il y en a une deuxième, alors je ne les ai pas hiérarchisés dans l'ordre, hein, mais il y en a une deuxième qui est plutôt sur l'état des lieux, à la fois des prospectives, de l'avancement des recherches, des modèles économiques associés, de la manière dont tout cela fonctionne et dont qu'est-ce qu'on est en situation d'attendre à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Et je crois qu'il y en a une dernière qui est quel cadre on peut donner pour permettre à la recherche de se développer et pour se servir de la recherche avec un aller-retour aussi fructueux que possible. Voilà, j'ai mangé sûrement 10 minutes du temps de mes orateurs. J'espère qu'ils me le pardonneront. Après, je vais être particulièrement injuste, c'est-à-dire qu'après avoir été bavard, je m'efforcerai qu'ils ne le soient pas trop et qu'ils tiennent dans leurs 20 minutes. Mais je vous propose qu'on enchaîne directement. Philippe Curie a la parole pour 20 minutes. Merci beaucoup. Bonjour. Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs, chers directeurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier vraiment du fond du cœur le comité d'organisation pour cette invitation. C'est un grand plaisir, mais aussi, je dirais, un grand honneur de pouvoir traiter de ces dossiers, de ces facteurs, de ces thèmes clés que sont la surexploitation et le changement climatique, qui sont évidemment éminemment importants pour la pêche, mais aussi pour la conservation. Alors,
Quand on parle de pêche, depuis Grotius et Marie Libérum, on a beaucoup parlé d'exploitation et d'accès libre. Et il faut arriver dans les années 50 pour avoir un mathématicien qui définit de façon quantitative la notion de surexploitation. Alors c'est un thème vraiment qui a été discuté, mais le succès de cette approche mathématique qui a été reprise, elle tient d'une part par sa simplicité. Alors plus, vous voyez, l'axe des X, c'est le nombre de bateaux, c'est ce qu'on appelle l'effort de pêche. Donc quand on pêche, quand on surpêche, même l'abondance diminue de façon drastique. Alors l'intérêt de ce modèle, c'était de relier ça bien sûr aux captures. Et les captures, alors bien sûr, quand on augmente le nombre de bateaux, on va augmenter la capture jusqu'à un certain point. Et ce point, c'est le point de surexploitation, c'est-à-dire on va augmenter les prélèvements et ça va amputer le pouvoir de renouvellement des stocks de poissons et donc les captures vont diminuer. Alors, la beauté de cette chose-là, c'est d'abord de définir mathématiquement ce qu'est un effort de pêche maximum, au-delà duquel on aura la surexploitation, et puis de définir des captures maximum. Alors, un enfant de 10 ans comprend ça. C'est un modèle simple, mathématique, qui va donner du travail finalement jusqu'à aujourd'hui pour les scientifiques essayer de calibrer ce modèle-là. Mais ce qui est plus subtil, c'est que finalement ce modèle aussi a été repris de façon internationale aussi par les politiques, parce que dans les années 50, on se situe bien évidemment dans cette partie à gauche de la courbe, et on se dit que finalement, mondialement, pour obtenir le MSY, le rendement maximum autorisé, dans la plupart des pays, dans la plupart des stocks, on n'avait pas atteint cette valeur-là. Donc les pêches peuvent rester ouvertes et durant de nombreuses années, on est resté avec ce mode opératoire-là, c'est-à-dire on pouvait aller développer les pêches de façon assez libre. Alors, je vais vous donner tout de suite un exemple. Bien sûr, il y a de nombreux exemples de ce cycle de la surexploitation. Je vous donne cet exemple-là, qui a été des pêches chalutières anglaises, qui a été suivi depuis plus d'un siècle. Et vous voyez, sur la courbe de droite, vous avez l'évolution de l'abondance. Donc, ça suit un peu l'évolution que je vous ai présentée du modèle théorique, très simple, mais finalement, voilà, ça marche. C'est-à-dire, avec la surexploitation, on arrive à peu près à 94% de l'abondance historique des poissons. Et puis, on a ce cycle des captures. Alors, vous avez l'interruption pendant, bien sûr, les 2 guerres mondiales, mais vous avez ces captures qui augmentent, et puis vous voyez qu'ils redescendent. Alors, c'est pour 2 types de chalutiers. Alors, on a trop développé la pêche. Alors, finalement, dans la période récente, on a des captures qui sont 4 fois moindres que les captures qu'on avait avec les chalutiers à vapeur du 19e siècle. Donc, ça vous illustre que trop pêcher, on a cette courbe en cloche, et que trop pêcher conduit inexorablement à une baisse des captures. Alors, le moteur de cette surexploitation, c'est bien sûr la croissance démographique. Depuis les années 50 à aujourd'hui, on est passé de 3 à 7 milliards, mais c'est aussi, et ça affole la FAO tous les 2 ans lors de la publication du rapport SOFIA, c'est notre appétit pour le poisson. Le poisson, vous voyez, c'est une courbe qui monte en traits verticaux. On consommait dans les années 50 quelque chose comme 6-8 kilos par habitant. Et aujourd'hui, ça n'a pas arrêté de s'accroître au cours du temps. Et aujourd'hui, on en consomme plus de 20 kilos. Alors ça, il faut bien sûr le multiplier par la population mondiale. Donc ça, c'est ça, je dirais, une des forces motrices de la surexploitation. L'autre facteur important, c'est bien sûr l'accroissement de la technicité, de notre capacité, de la technologie, notre capacité à exploiter et à capturer le poisson. Alors, dans mon laboratoire, on travaille beaucoup sur les thons, donc sur les seineurs, et j'avais des chercheurs qui ont fait toute leur carrière sur la pêche au thon dans l'océan Indien. Alors, dans l'océan Indien, vous voyez un bateau dans les années 50, en haut à gauche, un bateau dans les années 70 et un bateau moderne. Alors, bien sûr, ça illustre la croissance de l'efficacité, bien sûr, et la croissance de la taille, bien sûr, des bateaux, mais aussi de la croissance technologique. Et vous savez, le bateau du milieu, là, 1970, on l'a suivi pendant 30 ans avec le même capitaine, et ce bateau-là, simplement avec la croissance technologique, pêchant avec les mêmes capitaines, mais avec des moyens à bord, donc
la qualité des filets, la taille des filets, les sondeurs, les sonars, bien sûr le GPS, etc., toutes ces améliorations technologiques, ce bateau, il pêche 7 fois plus alors que l'abondance des thons dans l'océan Indien a diminué de 50%. Alors, ce problème de la technologie conduit au niveau global à cette courbe. On a cette courbe des captures. Alors, vous voyez que les captures mondiales, ça c'est des captures mondiales qu'on trouve à la FAO. Vous voyez qu'on a au niveau mondial une stabilisation des captures de poissons produits par la pêche depuis les années 80-90 et on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un ralentissement de l'effort de pêche. Or, s'il y a des ralentissements d'effort de pêche dans certaines zones, comme par exemple en Europe, dans l'Atlantique, on a au niveau mondial pas du tout ce ralentissement, puisque, notamment avec la Chine, on observe une croissance voyez, conséquente de cet effort de pêche. Alors, si on fait un bilan, on peut, sur 50 dernières années, voir les tendances lourdes. Les tendances lourdes de la dégradation. Alors, on peut prendre tous les stocks de poissons. C'est vrai que c'est fait un petit peu scientifiquement, c'est difficile à faire parce qu'on n'a pas toutes les connaissances sur les stocks, mais on peut quand même arriver, grâce aux données de la FAO et d'autres, et toutes les données des centres internationaux, à voir ces grosses tendances lourdes. Donc, ce qu'on observe entre les années 50 et aujourd'hui, c'est qu'au niveau mondial, tous les stocks sont exploités et que les tendances à la surexploitation ont tendance à augmenter. Alors, les conséquences de cette surexploitation, la première, bien sûr, vous pouvez l'imaginer, c'est que l'abondance des poissons diminue. Alors ça, c'est une étude qui avait été faite à différentes époques, 1900, 1950, 1970 et l'an 2000, et vous voyez les différentes couleurs. Alors bien sûr, il faut regarder bien sûr les plateaux continentaux. Vous voyez qu'il y a les pêches sont surtout concentrées dans ces zones-là, et que les taches rouges qui constituent des abondances de 8, 10 tonnes par kilomètre carré de tous ces grands poissons, donc les morues, mérous, merlus, etc. Vous voyez que ça devient beaucoup plus pâle dans les années récentes. On estime que la diminution d'abondance est de à peu près 60%, et ça se combine aussi à la taille des poissons, parce qu'on pêche les gros poissons de façon privilégiée. Et donc, par exemple, quand on regarde cette zone Atlantique nord-ouest, on a regardé, avec des données extrêmement fines, extrêmement pertinentes, la taille moyenne le poids moyen d'un poisson dans les années 70 dans l'Atlantique nord-ouest et aujourd'hui. Et si vous mettiez un masque, par exemple, dans les années 70, le poids moyen d'un poisson, c'était 800 grammes, et aujourd'hui, c'est moins de 200 grammes. Donc, la surexploitation, c'est aussi un problème de taille de poisson. Alors, l'abondance, bon, vous avez des études beaucoup plus fines, par exemple, les campagnes qui sont faites en Méditerranée, les campagnes Méditz, et vous avez les poissons cartilagineux. Donc vous voyez que il y a un problème de diminution d'abondance, et il y a des zones entières qui ne sont plus colonisées donc, par ces poissons. Alors il y avait une étude qui est pas mal discutée au niveau de la FAO, bien évidemment, c'est que il y a une étude récente qui a montré qu'on peut réévaluer un petit peu toutes ces statistiques FAO en prenant en compte mieux les pêches artisanales, les rejets, les captures illicites. Alors ça donne, et c'est important pour un point de vue sécurité alimentaire, ça donne ce type de courbe avec toutes les incertitudes qui sont associées, montrant que les pêches, finalement, elles produisent beaucoup plus que ce qu'on pense. Ce n'est pas les 80-85 millions de tonnes, mais ce serait plutôt 100-120 millions de tonnes. Donc ça, c'est important quand on a des discours sur la sécurité alimentaire. Et puis, ce que montre aussi cette courbe, elle montre que depuis les années 80-90, vous voyez, je vous avais dit que c'était stable. En réalité, il y aurait peut-être une décroissance des captures à raison de 1 million de tonnes par an. Alors, c'est un premier point. Il y a je dirais, trivial de la surexploitation. Maintenant, est-ce que le problème de la conservation? Alors, c'est vrai que la conservation, souvent, on dit, la conservation, c'est un problème de milieu terrestre. Les extinctions, il n'y en a pas vraiment en milieu marin. Et c'est vrai que quand on quantifie, vous voyez, on
on a le milieu terrestre qui est vraiment très occupé avec nos activités. Et en milieu marin, on a toujours tendance à croire qu'il y a moins d'activités et que le milieu marin est moins occupé et que les pressions sont moins grandes sur les espèces. Donc, ce qui justifierait que, selon l'IUCN, on a 500 extinctions globales en milieu terrestre et pour seulement 15 en milieu marin. En réalité, une publication récente montre que la pression d'exploitation sur le milieu marin, elle est plus forte que sur le milieu terrestre. Et ça, moi, ça m'a surpris, cette démonstration, de montrer que finalement, la pression qu'on met sur les poissons, bien sûr, mais aussi sur les mammifères marins, elle est très grande. En termes de conservation, alors, on connaît bien des chercheurs qui travaillent dans l'Adriatique. Vous savez, là, c'est en Méditerranée, donc il y a 86 espèces de requins. Et il y en a, en réalité, il y a des chercheurs qui essaient de suivre avec des téléphones portables et puis des groupes scientifiques et essaient de suivre les requins. Alors, il y a en réalité, vous voyez, il y a une dizaine de requins, là, d'espèces de requins. Et ces requins-là, on essaie de les repérer depuis 10, 20 ou 30 ans. Et il n'y a pas un seul. Vous voyez, dans cette longue liste, il y a donc une dizaine de requins parmi les 80 en Méditerranée. Et vous voyez, on n'en a pas vu depuis 10, 20 et 30 ans un seul exemplaire, malgré cette traque grâce au téléphone portable. Alors, j'ai demandé aux chercheurs, mais donnez-moi les publications. En réalité, vous saurez ça dans fort longtemps, parce que ce chercheur-là, il essaie de publier ces données-là, et on lui renvoie sa publication en lui disant « Oui, mais il y en a peut-être un que vous n'avez pas vu ». Donc, on a aussi ce problème-là en milieu marin, c'est, vous savez, pour déclarer une espèce éteinte, il faut 60 ans au moment où le chercheur a vraiment décidé, grâce à ces données, qu'il y avait un gros problème avec cette espèce-là. Donc, ça, c'est un problème. Alors, bien sûr, il y a des espèces, on sait qu'elles sont éteintes, par exemple en Méditerranée. Donc, il y a des évaluations qui sont faites sur le déclin des animaux, et vous le voyez, il y a des espèces qui sont pas exploitées. Par exemple, les oiseaux marins, les tortues marines, mais, ou même les requins. Il y a très peu de pêcheries de requins qui sont ciblées. Toutes ces espèces-là sont aussi affectées par des prises accessoires et puis ou alors par la compétition avec la pêche. Donc on estime qu'il y a ce 60-80% pour certaines espèces par rapport aux évaluations d'abondance historique. Alors, ça c'était un peu, je dirais, trivial pour les effets de la surexploitation sur les écosystèmes marins. Une chose qui est moins triviale et qu'on a découvert plus récemment, je dirais c'est les 5-10 dernières années, c'est que le fait de surexploiter des espèces, ça va modifier le fonctionnement de l'écosystème. Et je voudrais vous montrer deux exemples sur lesquels j'ai travaillé pendant longtemps. C'est en Afrique du Sud versus la Namibie. Alors l'Afrique du Sud, où on a développé une approche adaptative, on a fait une approche écosystémique, et en Namibie, je dirais, c'était un peu le laisser-faire, et on a surexploité un groupe d'espèces qui est clé, ce sont les poissons pélagiques. Donc vous le voyez sur cette courbe, le résultat c'est que à un moment donné, il y avait eu ces captures de sardines et d'anchois, et que depuis les années 70, elles ont complètement disparu, et dès qu'elles réapparaissent un peu, on les surpêche. Là, vous voyez qu'au niveau de l'Afrique du Sud, on a une gestion beaucoup plus adaptative et bien plus écosystémique, donc ce qui a permis, avec une pêche qui parfois s'arrêtait d'une année sur l'autre, de maintenir ces populations-là dans l'écosystème. Alors, le résultat, alors là on ne voit pas peut-être grand-chose, c'est qu'en Namibie, c'est la gauche, et à droite, l'Afrique du Sud. Alors vous voyez des trajectoires, bien sûr, les bois de gauche, vous avez des fluctuations très grandes de toutes les ressources, mais qui sont, je dirais, contrôlées par une gestion de la pêche. À gauche, vous avez
ces fluctuations, mais une surexploitation, je dirais, un peu chronique de tous ces poissons pélagiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle un changement de régime, c'est-à-dire que la nature a horreur du vide, et comme il y avait, vous savez, à un moment donné, quelque chose comme 10 millions de tonnes de sardines qui ont complètement disparu, on a, alors, chose nouvelle, parce qu'il y avait, dans les années 70, il n'y avait absolument pas de méduses dans cette zone-là. On a, depuis les années 80, on a en réalité quelque chose comme entre 40 et 20 millions de tonnes de méduses qui je dirais, colmatent l'écosystème, c'est-à-dire qui sont complètement présentes dans l'écosystème. Alors, ça a bien sûr des incidences très fortes sur la pêche. Vous voyez, là, on est en train de trier des poissons au milieu de méduses. Et bien sûr, ça a aussi des conséquences très fortes sur toutes ces autres composantes de l'écosystème dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui diminuent aussi, c'est par exemple les oiseaux. Vous avez des manchots, vous avez des fous du Cap, et ça a été évalué, les baisses d'abondance de ces oiseaux-là, dues au manque de nourriture en Namibie. Et là, vous avez une photo faite dans les années, ça c'est les années 70, je crois, et puis vous avez, dans les années 30, pardon, et puis aujourd'hui, donc vous voyez, les populations ont complètement chuté, et il y a eu des études extrêmement fines qui ont fait la séparation entre ce qui était dû à l'effet climatique, le réchauffement, pour les manchots, et puis l'effet nourriture. Donc, ça perturbe complètement l'écosystème. Et ça, je dirais, ces changements de régime, on le voit aujourd'hui dans de nombreux écosystèmes. Quelques mots sur le changement climatique. Le changement climatique, c'est bien évidemment expérimenté, ce sont des surprises. Alors là, vous avez une surprise là, qui vient d'être publiée, enfin qui a été publiée il y a 2-3 ans, c'est le thon rouge qui est au Groenland, chose qui n'avait jamais été encore observée. Ce qui est plus étonnant avec le changement climatique, c'est qu'on le perçoit au niveau des captures mondiales. C'est-à-dire que chaque espèce a bien sûr des préférences. Il y a des espèces de plus d'eau froide, des espèces plus d'eau chaude. Alors quand vous prenez toutes les espèces mondiales, que vous regardez leurs habitats, bon, par exemple une morue va être préférentiellement dans des eaux très froides, un mérou dans des eaux plus chaudes, et que vous pondérez ça par les températures et que vous regardez au cours des années, vous voyez que les pêches mondiales, en réalité, sont de plus en plus liées aux captures d'espèces d'eau chaude. Donc ça veut dire que le changement climatique, on le perçoit même, vous voyez cette petite tendance, ce n'est pas une tendance très grande, mais c'est une tendance qui existe, et c'est absolument incroyable qu'on puisse percevoir ça au niveau des captures mondiales. Alors, du point de vue juridique, qu'est-ce qui va se poser? C'est bien sûr le déplacement des espèces. Il y a beaucoup de travaux scientifiques en ce moment qui essaient de relier les modèles du GIEC, de l'IPCC, avec les dynamiques des populations de poissons. Donc on connaît les habitats, préférentiels des poissons, et puis on essaie d'imaginer ce que ça va donner dans 20, 30, 50 ans, suivant les projections du GIEC. Alors, globalement, c'est évident que ça ne sera pas quelque chose à jeu nul. Ce qui se produit, et ce qu'on observe déjà, c'est les migrations nord et sud de toutes les espèces. Avec le GIEC l'a quantifié, c'est quelque chose comme 72 km, plus ou moins 10, par décennie. Donc ça peut paraître petit, ça peut être un nombre, mais en réalité, bien évidemment, au bout de 20 ou au bout de 30 ou 40 ans, il y a plein de stocks qui se déplacent d'un pays à l'autre, et on peut imaginer déjà, on le voit pour certains stocks, que ça va poser des tas de problèmes juridiques en termes d'accès et d'appropriation de ces stocks. Que faire? Alors, il y a le cadre international, le cadre européen et le cadre national. Cadre international, il y a beaucoup de choses qui bougent, et vous avez vu, il y a l'ODD 14, et le prince Albert II a beaucoup travaillé, notamment pour pousser au niveau des Nations Unies cet ODD 14 pour le bon état de santé et la bonne exploitation, une exploitation viable des océans. Mais en réalité, cet ODD 14, et ça c'est un nouveau cadre, je dirais, qui va donner une dimension complètement différente à la façon dont on envisage la gestion des pêches, est relié fortement avec plein d'autres ODD. Et la difficulté, ça va être de les relier. Donc, bien sûr, vous avez le climat, mais vous avez aussi la sécurité alimentaire, la pauvreté, l'emploi, et puis les problèmes d'équité.
de justice environnementale, les problèmes de pêche artisanale, pêche industrielle, enfin tout plein de problèmes d'accès aussi, nord-sud, d'accords de pêche. Donc toutes ces problématiques-là vont devoir aussi se structurer autour de cet ODD. Une autre chose qui est importante, et au niveau de l'Europe, on est en train, vous savez, on prépare le prochain programme cadre, il y a aussi construire des scénarios d'évolution, et scénarios où il y aura une dynamique bien sûr écologique, mais une dynamique sociale. Donc l'idée, c'est de construire des cadres, et ça, l'IPBES, qui est l'équivalent de l'IPCC, du GIEC, pour la biodiversité, va jouer un rôle très important pour donner un cadre conceptuel à ces considérations des changements globaux. On a bien évidemment une vision au niveau européen, et je dirais que ça c'est une initiative européenne extrêmement importante et intéressante, avec 11 descripteurs, vision de se dire, dans le futur, on veut un bon état de santé des écosystèmes marins. Et puis on a l'approche écosystémique, et là dans beaucoup de pays, cette approche écosystémique, elle est mise en œuvre, par exemple en Afrique du Sud, où j'ai beaucoup travaillé, depuis une vingtaine d'années. Et le directeur des pêches, Johan Augustin, a publié récemment un article, et c'est absolument formidable de voir toute cette expérience au niveau sud-africain. Et il commence par quoi dans la synthèse de son article? C'est que pour avoir une approche écosystémique qui prend forme dans les pays, c'est d'avoir une approche structurée, une approche générique, et puis une approche qui tient compte de toutes les parties prenantes. Pas de lobbies importants qui vont imposer leur vision de la gestion des pêches. Et ils donnent comme exemple, par exemple, une chose qui était absolument nouvelle pour eux, c'est la collaboration avec les ONG. Donc la collaboration avec les ONG qu'ils ont su transformer. Ah, bien sûr, quand je dis toutes les parties prenantes, tout le monde n'est pas d'accord, mais tout le monde s'assoit et discute de cette gestion. Donc on a là des exemples extrêmement intéressants. Pour terminer, bien évidemment, que ce soit l'approche écosystémique et puis que ce futur des pêches dans un contexte de changement global, pour avoir des pêches viables avec des ressources, il faut des ressources qui se portent bien. Donc il faut maintenir la biodiversité, reconstruire les stocks là où ils se sont effondrés. Il y a des pays qui l'ont fait, par exemple aux USA, par exemple Australie ou Afrique du Sud, ils ont fait ce travail de fond, et aujourd'hui ça paye parce qu'on a plus d'emplois, plus de poissons, et puis aussi une biodiversité qui se porte un peu mieux. Je vous remercie. Merci beaucoup à Philippe Curie pour son très intéressant exposé et son parfait respect de l'horaire, ce qui n'est pas... Donc je donne directement la parole à Serge Bellier. On va enchaîner les deux exposés. On verra après comment on gère les questions, mais je vous en prie, vous avez la parole. Je ne sais pas dans quel sens vous voulez passer. On va y arriver. Pareil. Si possible pour 20 minutes également, ce sera parfait. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tous. Donc, je dois vous parler de la connaissance au service de la conservation et de la gestion des ressources biologiques sous son aspect juridique. Donc, je vais déjà essayer de définir de quoi je vais parler, des ressources biologiques et des aspects juridiques. Les ressources biologiques nous permettent tout de suite d'entrer dans la définition des ressources biologiques nous permet tout de suite d'entrer dans le vif du sujet, puisque si nous regardons ce que dit la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en matière de ressources biologiques, on s'aperçoit qu'elle parle exclusivement des ressources halieutiques et qu'elle ignore une autre forme de ressources biologiques que l'on considère maintenant, qui sont les ressources génétiques marines. Tout simplement parce qu'à l'époque de la rédaction de la Convention, les rédacteurs ne savaient pas encore qu'il y avait une autre forme de vie dans la mer que la vie issue de la photosynthèse, et que les scientifiques commençaient seulement à reconnaître qu'il y avait une vie par chimiosynthèse. Donc l'histoire n'est pas finie, puisqu'on discute actuellement aux Nations Unies d'un nouvel accord d'application
qui permettra d'introduire les ressources génétiques marines dans l'ordre juridique, mais actuellement, je ne parlerai donc essentiellement que des ressources halieutiques. Quand j'ai regardé le sujet qui m'était demandé de traiter, aspect juridique, je me suis gratté la tête, je me suis dit de quoi vais-je bien pouvoir parler. Alors, tout de suite, j'ai éliminé la partie 13 parce que je me doutais bien que Elie en ferait un développement suffisamment long pour que je n'ai pas à en parler. Donc, je ne parlerai pas du cadre juridique dans lequel s'exerce la recherche, ce ne sera pas mon propos. Par contre, il y a des liens dans la Convention entre les aspects juridiques et la recherche. Et ce sont des liens de gouvernance. Donc, la connaissance contribue à la définition de l'ordre juridique. J'en ai trouvé deux éléments. Un élément est relatif à l'avis scientifique. Comment intègre-t-on l'avis scientifique dans la décision politique ou juridique? J'utiliserai indifféremment les deux termes puisque les politiques prennent des décisions juridiques. Et j'ai trouvé un autre élément qui est intéressant, à mon avis, c'est le rendement constant maximum. Donc on trouve dans la Convention deux éléments qui sont intimement liés à la recherche et à la définition de la connaissance et qui déterminent directement les obligations des décideurs juridiques. Alors, l'avis scientifique, on le retrouve dans plusieurs articles de la Convention. Il est dit que l'État côtier prend des mesures de conservation et de gestion appropriées de conservation dans la ZEE, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose. Pour la haute mer, on retrouve la même chose. Les États, lorsqu'ils agissent collectivement en haute mer, se fondent sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent. L'accord des Nations Unies sur les stocks chevauchants reprend la même définition en y ajoutant l'approche de précaution. Et on retrouve dans l'ordre juridique communautaire le nouveau règlement de base de la politique commune de la pêche reprend dans l'énoncé des principes de bonne gouvernance à l'article 3 que l'Union européenne entend respecter l'engagement d'établir des mesures conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le meilleur avis scientifique disponible? Quel est l'avis pertinent? Quel est l'avis que doit retenir le politique? On voit actuellement dans beaucoup de domaines qu'il y a des polémiques sur ce qu'est l'avis scientifique. Il y a des contestations sur les travaux du GIEC, il y a une polémique qui se développe actuellement au niveau européen sur les perturbateurs endocriniens. Cela montre bien qu'il y a entre scientifiques des débats qui ne sont pas toujours faciles à clarifier pour le politique. Alors, certes, le politique ne doit pas se résoudre à la procrastination si l'avis scientifique n'est pas clair, mais cela pose problème. Dans le système de gouvernance européenne, l'avis scientifique est essentiellement pour les activités développées dans le nord-est atlantique et l'avis du Conseil international pour l'exploration des mers, qui tous les ans édite 2 forts volumes absolument illisibles pour des non-initiés. Cela est décrypté par le Conseil scientifique et technique des pêches qui est placé auprès de la Commission et qui a été créé dès l'origine de la politique commune de la pêche en 1979. Et ce comité décrypte les avis scientifiques que la Commission reprend intégralement et transmet à l'autorité politique, c'est-à-dire le Conseil, pour décision. Alors, le Conseil, effectivement, en tant qu'autorité politique, a la faculté d'adapter la norme juridique qu'il éditera à l'avis scientifique. S'il ne le fait pas, généralement, cela conduit à terme à des catastrophes. On l'a vu avec le thon rouge, où systématiquement le Conseil des ministres de l'Union européenne augmentait de plus ou moins 10% les recommandations des scientifiques pour la conservation de ces stocks. C'était presque bénin par rapport à ce qui se passait sur le terrain, en ce sens que les États membres adoptaient des décisions, mais ne les faisaient pas respecter, et les captures réelles faisaient plus que doubler les captures autorisées ou recommandées par les avis scientifiques. Donc on voit que dans la bonne gouvernance, l'avis scientifique est fondamental, la décision politique
est nécessaire, mais la mise en œuvre par l'autorité politique est absolument indispensable pour avoir une chaîne de gouvernance cohérente. Alors, je vais passer maintenant à un deuxième élément qui est celui du rendement constant maximum. Il est intéressant en ce sens qu'il s'agit d'une obligation juridique, puisqu'elle a été énoncée par un texte juridique, qui s'impose en principe aux décideurs, mais qui crée également une contrainte pour le scientifique, en ce sens que le scientifique doit émettre un avis en fonction de ce qu'attend le politique et non pas nécessairement en fonction de ce que pourrait l'amener à dire la liberté dont on a parlé tout à l'heure pour le scientifique, si on veut qu'il puisse s'exprimer totalement librement. Alors, l'introduction de ce concept dans un instrument juridique ne constitue pas un diktat des scientifiques, dit Alain Bissot de l'IFREMER, pour bien montrer que les scientifiques dégagent leurs responsabilités. On leur a demandé de réaliser un objectif et ils le réalisent. Alors, cet objectif est-il réaliste? On peut s'interroger. Faut-il enfermer la science dans le droit? Ce n'est pas évident, en ce sens que la science évolue et que l'approche qui peut être faite de l'étude des problèmes de conservation et de gestion ou de préservation du milieu marin ne subissent pas des modes, le terme serait exagéré, mais évoluent dans le temps. Je vais en prendre un exemple que j'ai choisi du fait de la tenue de cette conférence dans cet institut. C'est celui de l'orientation de la recherche pour les grands fonds marins. J'ai retrouvé dans une publication de l'ORSTOM, de l'Office scientifique et technique des pêches maritimes de 1921 ou 1922, des références aux travaux conduits avec les deux bateaux du prince Albert Ier, l'Ondine et l'Hirondelle, non, la princesse Alice et l'Hirondelle, pardon, qui avaient exploré les accords du plateau continental pour identifier les récifs de coraux d'eau froide, non pas pour les protéger à l'époque, mais pour pouvoir cartographier ces coraux et indiquer aux pêcheurs la nécessité d'éviter ces zones pour ne pas déchirer leurs filets. Donc, à l'époque, la recherche était orientée vers la protection des engins de pêche et non pas la protection de l'environnement. Bon, c'était une démarche scientifique, mais avec une finalité non environnementale. Les choses ont évolué. Bien sûr, il y a eu ensuite tout un développement sur la pêche en eau profonde. Les scientifiques de l'IFREMER, mais d'autres instituts également, ont découvert dans les années 80 qu'il y avait effectivement des espèces qui n'étaient pas exploitées par les pêcheurs et dans un contexte de la raréfaction de la ressource, ils ont signalé aux pêcheurs qu'effectivement il y avait peut-être quelque chose à aller voir du côté des espèces profondes. Sur la recommandation des scientifiques, les politiques ont décidé de cofinancer des campagnes expérimentales au début des années 90 sur des fonds européens pour aller explorer et voir s'il était rentable d'exploiter ces ressources. Bon, les pêcheurs, une fois qu'ils ont pu acquérir la conviction qu'il était rentable pour eux d'exploiter ces ressources, bien sûr, n'ont pas attendu qu'on la réglemente pour continuer. Et il a fallu attendre 2002 pour que les premiers règlements communautaires commencent timidement à réglementer cette activité. D'où toute la polémique que l'on a eue aux Nations Unies sur la nécessité d'un moratoire sur le chalutage en haute mer pour en fait interdire une activité qui s'était développée avec des avis scientifiques, mais sans décision politique. Donc, le fait que l'échelle de temps ne soit pas toujours la même pour le scientifique et le politique conduit aussi
à des aberrations sur le plan de la gestion de l'environnement marin et des ressources qui s'y trouvent. Alors, il y a aussi, on le voit dans la littérature juridique, une certaine évolution de la conception que l'on peut avoir du rôle de la science en tant qu'appui de la décision politique. Si l'on regarde les textes les plus anciens, on s'aperçoit que ce qui est demandé aux scientifiques en matière d'identification des risques, c'est de voir ce qui peut nuire à la reproduction des poissons. Donc, on préserve l'environnement marin, non pas pour préserver l'environnement et la diversité biologique, on préservait l'environnement marin. C'était le cas des cantonnements pour préserver les frayères ou des cantonnements pour préserver les nurseries, pour que les poissons puissent se reproduire de façon optimale pour assurer la survie des stocks. Et on retrouve cette phraséologie dans le traité d'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne, dans lequel on trouve le mandat qui a été donné par le Conseil à la Commission de faire des propositions en matière de création d'une politique commune de la pêche, et on dit que cette proposition doit inclure la préservation du milieu marin dans la mesure nécessaire à la reproduction des stocks. Alors, cela a évolué. Ensuite, un peu plus tard, on a trouvé la protection, mais là plutôt sous des effets d'opinion publique, des espèces associées, ce que l'on peut appeler le syndrome de Flipper le dauphin. Et c'est seulement dans un passé relativement récent que l'on s'est préoccupé d'insérer les pêcheries dans leur environnement perçu comme une globalité, avec l'approche d'écosystème ou l'approche écosystémique, je ne sais pas techniquement quel est le meilleur terme. Et on commence, bien que la Convention dise qu'on doit saisir les choses dans leur ensemble, il est clair que la Convention prévoit des mécanismes de discussion qui sont segmentés pour la pêche, pour les fonds marins, pour les caps sous-marins, pour la navigation maritime, etc. Donc, cette approche dite écosystémique n'a été introduite dans le vocabulaire de la FAO que dans le Code de conduite pour une pêche responsable en 1995 et n'a vraiment fait l'objet de réflexions approfondies à la FAO qu'à partir d'un colloque organisé à Reykjavik par les gouvernements islandais, norvégiens et la FAO sur la mise en œuvre d'écosystèmes dans les pêcheries. Alors certes, c'était un bon début, cela se développe relativement lentement, les réflexions sont actuellement plutôt au niveau de la recherche que de l'application. Bon, il y a quelques cas d'application, effectivement, il y en a eu à la Camlar, il y en a en Afrique du Sud, mais on ne peut pas dire qu'actuellement l'approche écosystémique soit parfaitement intégrée à la gestion des pêcheries ou à des ressources biologiques dites halieutiques. Le fait qu'il n'y ait pas d'instrument de gestion intégrée des océans. Bon, l'Union européenne a lancé en 2005 l'idée d'une politique maritime intégrée. Depuis 2004, on discute aux Nations Unies d'un troisième accord d'application de la Convention pour pouvoir adopter des mesures de protection de l'environnement indépendamment des activités sectorielles qui s'y déroulent, pour avoir une approche globale, comme l'indique le préambule de la Convention, mais tout ça se met en place extrêmement lentement. Bon, il faut reconnaître que c'est extrêmement difficile, comme me le disait mon ami Serge Garcia, quand on gère un stock. Pour arriver à modéliser ce stock sur la base d'une formule mathématique, avec 7 ou 8 paramètres, on y arrive à peu près correctement. Si on veut vraiment gérer ce stock selon une approche écosystémique, non plus une approche pêche, mais d'ensemble, il faudrait vraisemblablement plusieurs dizaines, voire peut-être une ou deux centaines de paramètres. Alors après, on ne les retient pas tous, mais la sélection de ces paramètres est un exercice relativement difficile. Voilà, donc l'évolution se fait, elle se fait lentement. Elle peut remettre en cause certains
éléments qui sont considérés comme des éléments de base des systèmes de gestion. Bon, gérer les pêcheries selon l'approche écosystémique, c'est certainement bien, mais cela n'est pas suffisant. Il faut que cela s'insère dans une politique d'ensemble de l'écosystème. Alors, le rôle de la science, là aussi, est fondamental. Les débats qui ont lieu actuellement aux Nations Unies dans les PrepCom montrent que l'instrument qui sera sans doute privilégié pour le réduire à une expression simple sera celui des aires marines protégées, mais on ne peut pas constituer d'aires marines protégées en haute mer si on n'a pas des connaissances scientifiques suffisantes. Or, et suffisantes et adaptées à l'adoption de telles mesures. Alors, dans le nord-est atlantique, on a un assez bon exemple de la façon dont cela pourrait fonctionner, puisqu'on a le comité, le CIEM, qui a des compétences à la fois en matière halieutique et à la fois en matière environnementale, et qu'on a deux organisations complémentaires l'une de l'autre. On a la Commission des pêcheries du Nord-Est Atlantique et la Convention OSPAR qui ont conclu un mémorandum understanding entre elles et qui peuvent adopter des mesures coordonnées de protection de l'environnement. Une définition des zones qui permet d'opposer la décision prise à toutes les activités humaines et la Convention pêche qui permet de l'adapter avec des mesures spécifiques à la pêcherie. Mais les organisations de mer régionales sont très peu nombreuses, il n'y en a que 7 ou 8 actuellement à l'échelle de la planète. Elles couvrent généralement plutôt les zones économiques exclusives que les eaux du large. OSPAR est un peu une exception de ce point de vue. L'autre exception étant constituée par la CAMLAR dans les mers antarctiques, parce que le statut de l'Antarctique est déjà internationalisé, mais tout le reste. Donc, il faudra des avis scientifiques appropriés, sinon on aura des aires marines protégées de complaisance, comme on a des pavillons de complaisance, et comme ça n'intéressera que personne, elles ne seront pas respectées. Donc, là aussi, l'avis scientifique ou la connaissance scientifique est absolument indispensable pour faire progresser les choses et la gouvernance des océans. Je pense que je suis plus ou moins arrivé au terme. 2 minutes, alors je vais conclure. Je vais conclure en faisant une digression et en passant hors sujet sur le fait que la science, donc la connaissance, ne peut survivre que si elle a des moyens de financement appropriés. Et elle ne peut être crédible que si elle a des moyens de financement de sources indiscutables. Et de mon point de vue de fonctionnaire et serviteur de l'État, ces moyens ne peuvent provenir que de la puissance publique. Alors, je n'ignore pas la possibilité de fonds de concours avec des intérêts privés. Cela existe depuis très longtemps, mais il ne faut pas, dans le contexte actuel de difficultés budgétaires et de restrictions de crédit, que les États se désengagent du financement de la recherche, surtout à un moment où on veut créer de nouveaux instruments de gouvernance des océans. Sinon, les efforts qui ont été faits pour structurer l'ordre juridique international dans ce sens seront vains et on n'aboutira à rien. Alors, l'argent dans ce contexte est un petit peu la conscience de la science, et de sa bonne conscience. Et en paraphrasant Pantagruel, je dirais que, en reprenant science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et je dirais que gouvernance sans connaissance n'est que ruine de l'océan.
Merci à Serge Bellier pour son plaidoyer. Il a dit mieux que je n'avais su le faire ce que je sous-entendais par la pérennité de l'observation, le maintien d'un certain nombre de moyens qui ne peuvent pas toujours se faire, même si Frédéric nous a prédit la fin des moyens nationaux, et je pense qu'il faut être prudent. Bon, alors maintenant j'ai un dilemme, mais que je l'ai quasiment tranché, c'est-à-dire que comme mes orateurs ont été obéissants, j'ai presque trop de temps ou pas assez de temps, c'est au choix. Donc je vous propose, mais il faut que mes deux oratrices en soient d'accord, de ne pas faire de questions ce matin, c'est-à-dire d'essayer de tenter que Sophie Arnaud d'une part et Charlotte Sapin présentent ce matin, ce qui nous amènera, je pense, si elles respectent, je suis sûr qu'elles le respecteront, leur quota horaire de 20 minutes à 13h15, 13h20, de nous arrêter là pour le déjeuner, mais de reprendre en début de séance d'après-midi, parce que je pense que si on commence une discussion sur la pêche maintenant, là pour le coup je sens pas très bien mon après-midi. Donc de reprendre avec une demi-heure de discussion sur les 4 exposés, je vous promets qu'il y aura la demi-heure de discussion, je vous promets que si vous les avez oubliés, j'ai noté des points et donc j'ai des questions pour les orateurs, donc de toute façon je pourrais même vous faire l'animation pour l'après-midi. Enfin les deux premiers m'en ont déjà fourni suffisamment, donc, et je suis sûr que les deux suivantes vont le faire également. Donc sur ce, la parole à Sophie Arnaud pour 20 minutes, et puis 20 minutes, et on s'arrête pour déjeuner et la discussion après. Merci. Merci à tous d'être ici et merci aux organisateurs pour cette invitation. Aujourd'hui, là, je vais essayer de vous parler de la différence importante et qu'on a souvent oublié de souligner entre un échantillon biologique et une ressource génétique. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé dans la matinée, les orateurs précédents ont beaucoup parlé de l'importance des mots et de l'importance des définitions. Il y a des définitions qui n'existent pas. Il y en a d'autres qui existent, dont certaines peuvent être sujets à débat, mais je vais essayer de rappeler quelques définitions. Je pense qu'il est important, aussi bien en tant que biologiste qu'en tant que juriste, de bien comprendre la différence entre ce qui est un échantillon biologique et ce qui est une ressource génétique. Elle existe, on a souvent utilisé les termes de façon interchangeable. Moi-même, il m'est arrivé de le faire, et aujourd'hui, on arrive à un moment où il est évident que c'était une erreur. Ça y est. Alors, en termes de biodiversité marine, donc je suis allée chercher dans le dictionnaire d'écologie, qui est le dictionnaire de référence qui est le nôtre au quotidien, la définition de biodiversité. Alors, biodiversité, c'est ce que les Anglais appellent de façon amusante un terme porte-manteau. Donc, c'est un terme qui est utilisé pour décrire tous les aspects de la diversité biologique. On s'intéresse, quand on parle de biodiversité, on pense souvent à la richesse spécifique, mais ça inclut également la complexité des écosystèmes, dont Serge Bellier et Philippe Curie viennent de nous rappeler l'importance, et ça inclut également la diversité génétique, dont François Jacques nous a également rappelé l'importance en introduction. Donc, je pense qu'on l'a abondamment dit dans la première partie de ces exposés. Les océans représentent 70% de la surface de la Terre. Un exercice intéressant, c'est de replacer ces 70% dans leurs 3 dimensions, puisque une chose très particulière dans les océans, c'est le fait qu'on a vraiment 3 dimensions, jusqu'à 6, voire 11 000 mètres de profondeur. Donc si on veut tricher un petit peu et le mettre en volume, c'est 95%. Ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en regard des 10% d'efforts consentis à la recherche marine par rapport au reste de la recherche au niveau international comme au niveau national, selon les derniers exercices d'estimation qu'on a pu faire. Donc on parle d'un volume et d'une définition de la biodiversité, qui sont des choses exceptionnellement grandes. Si on s'intéresse au découpage de la biodiversité en grandes lignées du vivant, sur lesquelles on va revenir très brièvement dans la diapositive suivante, 34 de ces 36 grandes lignées sont présentes en environnement marin, alors qu'on n'en trouve que 17 en environnement terrestre. Si on s'intéresse à l'évolution du vivant, on a ici un bref résumé de l'évolution du vivant, avec l'apparition des premiers organismes vivants, très probablement en mer, pratiquement, il y a 3,6 milliards d'années. Et donc une complexification de la diversité du vivant, depuis des molécules et puis des organismes unicellulaires, vers des organismes pluricellulaires, avec les différentes aires géologiques qu'on a pu étudier.
et puis une apparition de la vie sur Terre, donc une sortie de la vie des océans, très probablement il y a environ 250 millions d'années. Et donc on voit bien que cette diversité importante qu'on trouve dans les océans en termes de grandes lignées, elle est intimement associée à la durée de l'évolution de la vie dans les océans par rapport à la durée de l'évolution de la vie et de sa diversification sur Terre. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui nous anime aujourd'hui et pour l'objet de cet exposé? Ça veut dire qu'en termes de réservoir de ressources génétiques, le réservoir marin est le plus ancien et le plus large, mais c'est aussi celui qui a été le moins exploré pour des raisons évidentes de difficulté d'accès. Alors sur l'ensemble de la planète, on a environ 1,8 million d'espèces qui ont été décrites jusqu'à présent et seulement 250 000 en environnement marin. Alors on peut s'interroger, est-ce que ça veut dire que l'environnement marin permet moins de diversification de par son apparente homogénéité, ou est-ce que ça veut dire qu'on a un effort de recherche qui n'est pas équilibré entre l'environnement terrestre et l'environnement marin? Comme je vous le disais tout à l'heure, des estimations qui ont été faites il y a une dizaine d'années sur l'effort de recherche au niveau international ont conclu à approximativement 10% de l'effort de recherche en environnement marin par rapport à l'environnement terrestre. C'est un exercice qu'on a refait à l'IFREMER cette année au niveau national. On arrive de façon presque amusante à des chiffres très similaires, de 10%. On voit bien qu'il y a un effort de recherche qui est moindre, qui est en grande partie lié à la difficulté d'accès, qui est lié aux moyens énormes qui sont nécessaires pour pratiquer la recherche en environnement marin, qui est lié aussi au fait que les humains sont des animaux terrestres et qu'ils se sont tournés vers la mer finalement de façon assez récente. Et donc ici vous avez ce qu'on appelle un arbre phylogénétique qui décrit de façon très très résumée la diversité du vivant. Donc sur cet arbre avec ces grandes lignées qui sont projetées, on a fait un exercice avec des collègues espagnols de quantification de la quantité de ressources domestiquées, de la quantité de ressources avec des produits naturels décrits et utilisés par l'industrie, et de la quantité de ressources avec au moins un dépôt de demande de brevet associé à un gène. Et donc on voit bien ici que tout l'arbre du vivant est concerné par cet intérêt, qu'il s'agisse de ressources domestiquées, de produits naturels ou de ressources génétiques. Ce qu'on voit aussi, c'est que bien qu'on ait finalement beaucoup moins étudié l'environnement marin que l'environnement terrestre, le taux de succès, entre guillemets, en environnement marin est supérieur à celui qu'on observe en environnement terrestre, et ce, qu'on s'intéresse au monde prokaryote, c'est-à-dire des bactéries et des archébactéries, ou au monde eucaryote, c'est-à-dire celui qui nous touche directement. Donc on voit que l'environnement marin est un réservoir vaste, énorme, extrêmement divers, finalement encore peu étudié, et que le peu d'études qui ont été faites dedans ont permis le développement de l'utilisation de ressources d'une façon beaucoup plus importante qu'en environnement terrestre. Et ça nous amène à une définition qui est très importante, puisque aujourd'hui, en particulier, c'est la définition de ce qu'est une ressource génétique marine. Qu'est-ce qu'on fait quand on va en mer? On prélève des échantillons avec différents objectifs d'étude et on utilise ces échantillons au laboratoire. Et parfois, ces échantillons atterrissent dans des laboratoires où on fait de la recherche et développement et où on va chercher à développer des ressources génétiques marines. Alors la définition des ressources génétiques marines a été proposée par la Convention pour la diversité biologique en 1992 comme étant du matériel génétique, quelque matériel que ce soit qui vienne d'une plante, d'un animal, d'un microbe ou d'une autre origine qui contient des unités fonctionnelles de l'hérédité qui présentent une valeur réelle ou potentielle. Donc les unités fonctionnelles de l'hérédité, jusqu'à présent, c'est quand même les acides nucléiques, qu'il s'agisse d'ADN ou d'ARN. Et donc, toutes les ressources qui contiennent ce type de matériel génétique sont des ressources génétiques potentielles. Donc, l'étude qu'on avait faite en 2010 montrait que si on comparait l'augmentation des ressources marines domestiquées avec l'augmentation avec la quantité de produits naturels avec une origine marine, et si on comparait ça avec l'évolution
du nombre de brevets déposés qui étaient associés à des gènes d'origine marine, vous voyez que depuis la révolution de la biologie moléculaire, on a vu une augmentation exponentielle du nombre de dépôts de brevets associés à des gènes d'origine marine. Donc ça va encore une fois dans le sens de l'idée que la mer est un réservoir énorme dont on a à peine gratté la surface jusqu'à présent. Donc, il y a une étude ultérieure qui a été faite sur les produits naturels qui a montré des choses très similaires en termes d'augmentation de la quantité de ressources et de produits naturels qui peuvent être extraits des différentes grandes lignées qui sont étudiées en environnement marin. Alors, il y a une chose qui nous a semblé importante, un exercice qui nous a semblé important de faire il y a quelques années avec des collègues juristes, c'était d'essayer de comprendre ce qui, dans la recherche scientifique, en particulier la recherche scientifique marine, répondait à la définition de la Convention pour la diversité biologique en termes de ressources génétiques. Et on a fait l'inventaire des 4 grandes voies de recherche et développement en termes de ressources génétiques marines. Donc tout commence le plus souvent par la collecte d'échantillons biologiques, parfois par la collecte d'informations sur des bases de données, quand ces informations existent déjà sur les bases de données. Et ensuite, on a 4 grandes voies d'exploration de la valeur des ressources. Donc la voie in situ qui consiste à collecter les ressources comme on le fait par exemple pour la pêche, ce qui a été fait parfois pour certaines ressources biologiques comme les éponges, et à extraire les produits naturels directement des ressources extraites de leur environnement. On a la voie in situ qui consiste à extraire un tout petit peu de ressources de l'environnement et à la cultiver. On a la voie in vitro qui consiste à, une fois qu'on a compris la synthèse d'une molécule, à la synthétiser in vitro. Et on a la voie in silico qui consiste à utiliser les informations qui existent déjà en base de données pour utiliser l'information issue de ces bases de données. Et donc, en fait, les 4 grandes voies qui permettent l'identification et le travail sur des ressources génétiques, les 4 sont concernés par la définition de ressources génétiques marines. En tout cas, telle qu'elle a été proposée par la Convention pour la diversité biologique. Alors maintenant, je crois qu'il y a une chose, ce qui va être le cœur de ce que je veux essayer de faire passer comme message aujourd'hui en tant que biologiste, c'est qu'il existe une définition de ce qu'est la bioprospection. Cette définition, je la sors du même dictionnaire Oxford d'écologie qui est notre dictionnaire de référence. La bioprospection, c'est chercher pour des espèces de plantes ou d'animaux qui seront utilisés pour élaborer des produits commercialement exploitables, comme par exemple des médicaments. Alors ce terme de bioprospection, il ne remplit pas la recherche, enfin il ne concerne pas la recherche pour la connaissance pure en termes de biodiversité. On est vraiment là dans la source de quelque chose qui est commercialement exploitable. La bioprospection n'est pas le synonyme d'exploration, ça n'est pas le synonyme d'échantillonnage. Le protocole de Nagoya, par rapport à ces différentes questions autour de la bioprospection, a été une implémentation finalement de la Convention pour la diversité biologique dont l'objectif premier était de promouvoir le partage des connaissances et le transfert des compétences pour toutes les activités de recherche et pour les activités reliées aux biotechnologies, donc qui concernent les dispositifs dits d'Access and Benefit Sharing en anglais, qui sont l'accès et le partage des avantages. Le protocole de Nagoya, à l'origine, cible la bioprospection dans sa définition première, c'est-à-dire qu'elle n'englobe pas la totalité des activités de recherche en biodiversité, et en particulier les activités de recherche fondamentales. Néanmoins, la façon dont le protocole de Nagoya a été ensuite interprété aux échelles nationales et a ensuite été mis en œuvre dans les lois nationales pour la biodiversité, a tendance, malheureusement, on s'en aperçoit maintenant, à inclure souvent, d'une façon plus ou moins vague, les activités qui concernent uniquement la recherche scientifique marine sur la biodiversité. Alors pourquoi est-ce que ça pose un problème? On va y arriver.
Si je prends ce document-là que j'ai réadapté d'un document de Roche, qui est une entreprise pharmaceutique bien connue, vous avez dans le laboratoire, Roche estime que quand il commence à travailler, pour arriver à une molécule, pardon, je vais prendre le document dans l'autre sens si vous voulez bien, pour arriver à une molécule pour laquelle ils vont demander une approbation de commercialisation et d'utilisation, il faut avoir testé 5 molécules en termes de tests cliniques, 250 en termes de tests précliniques, entre 5 et 10 000 étudiés en laboratoire. Et dans ce document, je me suis permis de rajouter cette question-là, parce que dans ce document, elle n'apparaît pas. Pour combien de millions de molécules échantillonnées chaque année par la recherche scientifique, avec des objectifs de recherche pour la connaissance et ou de recherche pour le développement, combien de millions de molécules ont été échantillonnées pour que 5 à 10 000 soient présélectionnées pour être étudiées en laboratoire et pour que, in fine, une seule fasse l'objet d'une demande d'approbation régulatoire. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est ce graphique-là que je vous demanderai d'essayer de garder en tête pour la fin de mon exposé, parce que je vais bientôt arriver au cœur du message que je voulais délivrer aujourd'hui. La mer est un vaste réservoir de ressources exploitables, et c'est également un vaste réservoir de connaissances pour comprendre le développement de la vie, l'évolution de la vie sur Terre, pour comprendre ses capacités d'adaptation. Malheureusement, la mer est également soumise, on l'a vu dans la matinée, à une somme de contraintes énormes. Cette carte est issue d'une publication relativement récente qui a cartographié les impacts directs et indirects des activités anthropiques en mer. Ce qu'on voit sur cette carte, c'est que pratiquement la totalité des zones maritimes sont touchées, y compris celles qui sont le plus loin possible des continents. Et ce que je souhaitais faire dans un premier temps, c'était rappeler que les 2 premiers objectifs de la Convention pour la diversité biologique, et je vois Elie, je n'oublie pas que nous sommes ici pour parler de la Convention sur la haute mer, mais j'ai choisi d'utiliser la Convention pour la diversité biologique pour amorcer cette définition des 2 grands objectifs. C'est la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ces composantes, ainsi que l'accès équitable et le partage des bénéfices qui arrivent et arriveront de l'utilisation des ressources génétiques marines. Alors le processus en cours sur la haute mer, qui est celui pour lequel nous nous rencontrons aujourd'hui, a le même double objectif, ou partage un double objectif très similaire, qui est celui de s'attaquer à la fois à la conservation et à l'accès et au partage des avantages. C'est le point commun entre les 2. Il est évident, je crois pour nous tous, qu'on souhaite y arriver avec la mise en place de règles et de procédures qui agissent de façon synergétique et non pas qui soient en conflit les unes avec les autres. Excusez-moi. Oui. Donc en fait, afin d'atteindre ces 2 objectifs, ce que je voudrais développer ici, c'est l'idée qu'il faut surtout éviter que les mesures qu'on va mettre en place pour atteindre de la façon la plus équitable, la plus efficace possible, un de ces objectifs ne soit préjudiciable au second. Et donc c'est là que je voulais revenir aux leçons à tirer de l'environnement terrestre. Ce cadre de gouvernance, c'est un cadre de gouvernance qui est encore en réflexion et encore en gestation. Et il est encore temps pour nous de faire mieux encore que ce qui a été fait en environnement terrestre. Beaucoup mieux. Et j'ai choisi d'illustrer cette idée avec le Brésil, justement. Le Brésil a eu pendant longtemps, une quinzaine d'années, une loi très stricte pour éviter ce qu'on appelle la biopiraterie, c'est-à-dire pour éviter que des industries pharmaceutiques n'échantillonnent des ressources précieuses et ne retournent les exploiter dans leur pays sans aucun retour vers le Brésil. Et cette loi était si exigeante qu'au bout de 15 ans, force a été de constater qu'elle se faisait au détriment
de la recherche pure pour la conservation de la biodiversité. Et c'est cet équilibre subtil qui est très difficile à atteindre. Et le Brésil, fort de cette expérience, a réagi d'une façon finalement relativement rapide, puisqu'au bout de seulement 15 ans, le Brésil a décidé de relâcher un petit peu cette loi contre la biopiraterie pour permettre à la recherche fondamentale de se faire, puisque la recherche fondamentale, c'est la base, c'est le pilier de la recherche pour la biodiversité et donc pour la conservation. Pardon. Donc en résumé, il existe une réflexion aujourd'hui sur un accord qui concernerait ce qu'on peut appeler de façon trop résumée la haute mer, qui concerne en fait les zones qui sont hors des zones sous juridiction. Il est important, quel que soit le domaine dans lequel nous travaillons, que ce soit de la biologie ou du droit, de se souvenir que je pense qu'il est souhaitable pour nous tous que cet accord qui va être réalisé, réfléchi, repose sur 2 piliers robustes. Et ces 2 piliers robustes, c'est la conservation et l'accès et le partage des avantages. Pour qu'aucun des 2 ne vienne au détriment de l'autre, il est important de garder en mémoire la différence énorme qui existe entre un échantillon biologique et une ressource génétique. Une ressource génétique, c'est quelque chose qui va être commercialisé, c'est quelque chose qui éventuellement va faire l'objet d'un dépôt de demande de brevet. Un échantillon biologique, c'est quelque chose qui va être traité en laboratoire, c'est la base de la recherche pour la biodiversité, c'est également c'est donc la base de toutes les mesures de conservation qu'on prendra, puisque comme Serge vient de nous le rappeler, les mesures qui seront prises en conservation doivent reposer sur une information biologique sûre et complète. Donc si on doit apprendre des leçons de ce qui a été fait sur la Terre, il est important d'améliorer ce qui a été fait précédemment, d'essayer d'éviter de passer par les mêmes écueils que nos prédécesseurs. Il est important aussi pour moi, il est important de se souvenir que les dépôts de brevets se font au niveau de l'Organisation mondiale du travail, c'est les accords du TRIPS. Or, à l'origine d'un dépôt de brevet, on doit donner un certain nombre d'informations. Et à aucun moment dans ces informations n'est demandé l'origine taxonomique du gène à partir duquel une ressource est développée, et encore moins son origine géographique. Et il me semble que si on revient au schéma précédent, si on doit exercer un contrôle contraignant sur le plan administratif et sur le plan diplomatique, il est important de l'exercer à cet endroit-là et non pas de l'exercer des millions de fois en vain. C'est la raison pour laquelle je supporte l'idée d'une approche déclarative plutôt que d'un processus d'autorisation pour construire des piliers robustes et équilibrés qui permettront de favoriser les 2 objectifs qui sont recherchés aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois la conservation et l'accès et le partage des avantages. Je vous remercie. Je souhaite bien évidemment remercier l'Indemer, en particulier Madame Annick de Marfil-Mantuano, de m'avoir invité à vous parler d'un sujet, celui des aspects juridiques relatifs aux ressources génétiques marines, que je suis depuis à peu près une quinzaine d'années. Alors pourquoi parle-t-on aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence, des ressources génétiques marines? D'abord parce que le secteur de la biotechnologie marine est en expansion. Et je pense que Sophie l'a mentionné. Également parce que l'Assemblée générale des Nations unies a noté l'importance que revêt la recherche sur les ressources génétiques marines pour ce qui est d'enrichir la connaissance scientifique des écosystèmes marins, de découvrir des utilisations et des applications potentielles et d'améliorer la gestion de ces écosystèmes. Enfin, évidemment, parce que depuis une vingtaine d'années, un certain nombre d'instruments internationaux pertinents ont été adoptés. Je pense par exemple à la Convention sur la diversité biologique de 1992, qui a été suivie en 2010 de son protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Et aussi parce que d'autres instruments sont en cours de développement, par exemple dans le cadre du travail de l'Assemblée générale sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
Alors ces développements sont de nature à influencer les activités de recherche scientifique marine et soulèvent un certain nombre de questions juridiques, notamment au regard du régime préexistant qui a été établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, que l'on appelle souvent la Convention de Montego Bay, concernant la recherche scientifique marine. Donc ce que j'entends faire aujourd'hui, dans le temps qui m'est imparti, c'est de faire un très bref survol de toutes les questions qui se posent pour ouvrir quelques pistes de réflexion. Je commencerai d'abord par étudier les questions qui se posent relativement aux ressources génétiques marines relevant de la juridiction nationale, et puis ensuite, et je le ferai en anglais, dans un deuxième temps, je vous exposerai les développements récents qui concernent les ressources génétiques marines ne relevant pas de la juridiction nationale, donc des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, et ce, dans la mesure où le droit et les questions qui se posent ne sont évidemment pas les mêmes dans ces deux cas de figure. Au sein de la juridiction nationale, les questions, en effet, sont étudiées à l'aune du droit posé, du droit établi. Alors qu'en ce qui concerne les ressources génétiques des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, il convient de s'interroger sur les questions qui sont soulevées par le processus en cours à l'Assemblée générale de l'ONU. En premier lieu, donc, en ce qui concerne les ressources génétiques marines prélevées au sein de la juridiction nationale, et je ne reviens pas sur les questions de définition que Sophie a très bien couvertes. Alors, suite à l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya le 12 octobre 2014, il est nécessaire évidemment d'étudier la relation entre la Convention de Montego Bay et le protocole, puisque les États qui sont partis à ces deux instruments vont devoir mettre en œuvre leurs obligations en vertu de ces instruments de façon compatible. Et il convient de mentionner ici qu'au 21 avril 2017, 82 des 94 parties au protocole de Nagoya étaient également parties à la Convention de Montego Bay. Alors le protocole de Nagoya, qui a pour objectif le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques d'une manière juste et équitable, notamment grâce, et je le souligne, à un accès approprié aux ressources génétiques et un transfert approprié des technologies pertinentes, s'applique à toutes les ressources génétiques relevant de la juridiction nationale, qu'elles soient d'origine terrestre ou marine. A priori, le protocole de Nagoya et la Convention de Montego Bay, qui rappellent tous les deux la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, visent à promouvoir et faciliter la recherche. Il ressort cependant de l'analyse des dispositions du protocole à la lumière de celles de la Convention de Montego Bay que ces dispositions pourraient avoir un impact sur la recherche scientifique marine. Sans revenir sur les détails du régime de la recherche scientifique marine qu'Elie Jarmache a présenté plus tôt ce matin, je souhaite ici mettre en lumière deux exemples. Le premier, les dispositions du protocole de Nagoya semblent d'abord accroître la discrétion et le pouvoir de négociation de l'État côtier, qui reste relativement encadré par la Convention de Montego Bay, au moins en ce qui concerne la recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. En effet, alors que la Convention de Montego Bay, en vertu de la Convention de Montego Bay, les États côtiers doivent consentir à la réalisation de projets de recherche scientifique marine dans leur ZE ou sur le plateau continental en vue d'accroître les connaissances scientifiques sur le milieu marin dans l'intérêt de l'humanité tout entière, le protocole de Nagoya ne prévoit, et je le souligne, que l'adoption de mesures simplifiées d'accès pour la recherche à des fins non commerciales, compte tenu de la nécessité de prendre en considération le changement d'intention quant aux objectifs de cette recherche. Le deuxième exemple, et sauf bon vouloir des États, donc afin d'établir de telles conditions simplifiées, le protocole prévoit explicitement, comme une des conditions de l'accord d'accès aux ressources génétiques, la conclusion de conditions convenues d'un commun accord, qui inclut les conditions de partage des avantages, les conditions de l'utilisation ultérieure par des tiers et les conditions de changement d'intention. Ceci a donc vocation à s'ajouter aux conditions qui sont déjà bien établies et encadrées en vertu de l'article 249 que l'état de recherche doit remplir au moment de la demande de consentement. On voit donc bien ainsi qu'il y a un risque d'accentuer un trait qui est relativement discret dans la Convention, c'est-à-dire un processus de négociation entre États de recherche et États côtiers.
La mise en œuvre donc concomitante du protocole et de la Convention de Montego Bay, tout en maintenant l'équilibre délicat qui a été établi par la Convention entre les différents intérêts présents, y compris afin de ne pas restreindre la recherche scientifique marine, risque donc de présenter quelques difficultés. De plus, et je pense que André en a parlé ce matin, les entités gouvernementales qui sont chargées de la procédure concernant la recherche scientifique marine en vertu de la Convention de Montego Bay et les autorités nationales qui sont désignées en vertu du protocole de Nagoya afin d'accorder l'accès aux ressources génétiques ne sont pas nécessairement les mêmes. Il est donc de l'intérêt des parties aux deux instruments d'assurer une coordination effective entre les diverses autorités compétentes afin d'éviter, par exemple, des décisions contradictoires en matière d'accès et également d'assurer que le consentement soit accordé dans des délais raisonnables comme requis en vertu et du protocole de Nagoya et de la Convention de Montego Bay. Il est également intéressant de remarquer que les biologistes, et nous en parlions hier, et qu'ils me corrigent donc si je me trompe, sont parfois plus au fait du droit et des procédures établies en vertu de la CDB et du protocole de Nagoya que de ceux de la Convention de Montego Bay. Il semble donc qu'il y aurait un effort accru d'information à faire, notamment afin d'éviter que les États ne soient en porte-à-faux vis-à-vis de leurs obligations en vertu de la Convention. Let me now come to the issue of marine genetic resources of areas beyond national jurisdiction, that is, of the high seas and the area, which I think everyone here knows are governed by two very different regimes, namely the freedom of the high seas on the one hand and the common heritage of mankind on the other. This issue has been the subject of extensive discussions at the UN General Assembly over the past 10 years or so, in the context of its work on the conservation and sustainable use of marine biodiversity of areas beyond national jurisdiction, known as the acronym BBNJ, and we've heard it this morning. So based on the recommendations of a working group that worked 10 years and was mandated to studying those issues, the General Assembly in 2015 decided to develop an international legally binding instrument under UNCLOS on BBNJ and to establish a preparatory committee to that end. The preparatory committee has met 3 times already and will meet for another session in July this year, and will report to the Assembly on its progress by the end of 2017. Before the end of its 72nd session in 2018, that is essentially mid-September 2018, the General Assembly is then to decide on the convening and the starting date of an intergovernmental conference under the auspices of the UN to consider a draft text, develop a draft text of an instrument. I'm mentioning this because, of course, marine genetic resources, including questions on the sharing of benefits, are part of a package of issues that is discussed by the preparatory committee. And there, a divergence of views exists, not only on whether there is a legal or regulatory gap, and if so, how it should be filled and what the law should be, but also with regard to what the law is. While states generally recognize that UNCLOS is a framework for all activities in the oceans and seas, including in relation to marine genetic resources of areas beyond national jurisdiction, divergent views continue to be held on the respective application of Part 7 of the Convention on the High Seas and Part 11 related to the area. Generally, and that's to a few exceptions, but overall, generally, developing countries hold the view that the common heritage of mankind as set out in Part 11 of UNCLOS not only applies to mineral resources, but also to the biological resources of the area, including marine genetic resources. This would entail, of course, among others, an obligation to share the benefits arising out of their utilization, as well as the need to carry out related marine scientific research for the benefit of mankind as a whole. Developed states, on the other hand, generally are of the opinion that Part 11 only encompasses mineral resources and marine genetic resources fall under the high seas regime set out in Part 7 of the Convention, that is, the freedom of the high seas, which would therefore govern their collection and utilization.
And there are also different views as to whether the common heritage of mankind and the freedom of the high seas are mutually exclusive or could perhaps apply concurrently in an international instrument by applying the common heritage of mankind to the marine genetic resources of the area and the freedom of the high seas to marine genetic resources of the high seas. So this would still leave a question, which would be the definition of a regime for the resources straddling or overlapping both the high seas and the area, or the high seas and the continental shelf beyond 200 nautical miles. With regard to access and benefit sharing, and sorry, I forgot to mention, of course, that there is also a divergence of views on the fundamental principle whether it is necessary to reach agreement on the applicable legal regime before actually considering practical ways to share benefits. Which then takes me to the issue of access and benefit sharing. And while there seems to be some convergence on that topic on the need to promote and facilitate marine scientific research and not hinder it, as well as to share non-monetary benefits, the views are divergent on whether there is a need for a mechanism for access and benefit sharing, including whether there should be regulations and conditions on access to marine genetic resources. While a number of states continue to oppose any sort of access regulation, partly based on the need to maintain the freedom of the high seas, suggestions for regulation on access range from the institution of a notification requirement to a prior informed consent procedure, access permits and fees, and conditioning access to payments to a benefit sharing fund. In that context, discussions have taken place on whether to distinguish between marine scientific research and bioprospecting, and I'm glad Sophie already touched upon that, with some suggesting essentially to only regulate access to marine genetic resources for bioprospecting purposes. However, the difficulty of distinguishing between marine scientific research and bioprospecting was noted, in addition to the difficulty of agreeing on a definition of marine scientific research during the negotiations of UNCLOS. So proposed ways to facilitate access have included, for example, the promotion of capacity building, transfer of technology, the sharing of information and data, and the establishment of a clearinghouse mechanism to that end, as well as access to samples and open common pool resources. While there are many commonalities on the kind of non-monetary benefits that could be shared, including sharing of data, research results and samples, and participation in research programs, different views still continue to be expressed on whether to also provide for monetary benefits or not. And suggestions have been made in that regard to focus instead on the different stages at which benefits become available, given the different benefits would be available at the collection stage, the analysis stage, and the utilization stage. So with regard to specific modalities of benefit sharing, references have been made to a number of international instruments and modalities. This has included, for example, the provisions of UNCLOS on marine scientific research and the transfer of marine technology. Reference also was made to Article 82 of UNCLOS, which provides for payments or contributions in kind by the coastal state in respect of the exploitation of the non-living resources of the continental shelf beyond 200 nautical miles. The sharing modalities under the International Seabed Authority, with capacity building and transfer of technology as preconditions for permits to explore and exploit the area's resources, and the establishment of a global multilateral benefit sharing mechanisms that would be modeled on the provisions of a number of instruments, including the Nagoya Protocol. The issue of traceability for the purpose of monitoring the utilization of marine genetic resources of areas beyond national jurisdiction has also been raised. This has included, for example, proposals to establish an obligation to register activities in areas beyond national jurisdiction,
and a requirement for mandatory disclosure of source or origin in patent applications, but different views continue to be held here on whether an international instrument should address intellectual property rights or not. So as you can see, the issues are complex and many, and discussions will continue at the 4th session of the preparatory committee, which will be held from 10 to 21st July this year. Monsieur le modérateur, ceci m'amène à la fin de mon propos. Comme j'espère l'avoir montré, le droit relatif aux ressources génétiques marines ne peut être appréhendé d'une façon unidimensionnelle, dans la mesure où, d'une part, un certain nombre d'instruments juridiques sont applicables, et d'autre part, ce droit est soit bien établi en ce qui concerne les ressources relevant de la juridiction nationale, soit en processus de développement continu en ce qui concerne les ressources ne relevant pas de la juridiction nationale. Je vous remercie pour votre attention.